Salut, c'est Trado, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire mensuel proposé en partenariat avec mon partenaire historique CMC Markets. Alors la thématique du jour est on ne peut plus sérieuse, hein. C'est les raisons pour lesquelles les traders échouent et quelques pistes pour remédier à cette destinée malheureusement assez classique et tragique, hein, pour beaucoup de traders qui se lancent dans le monde de la spéculation active. Alors, on va commencer par les précautions d'usage, hein. Comme d'habitude, il ne s'agit euh, d'une opinion personnelle, hein, la mienne, hein, Tradosaur Trading. Ce n'est pas l'opinion de CMC Markets, hein. Il faut également savoir que CMC Markets propose des CFD et les CFD sont des produits dérivés qui sont à réserver à ceux qui maîtrisent les marchés financiers, hein. On ne peut pas débuter le monde de la bourse avec des CFD, c'est beaucoup trop risqué. On peut facilement faire fortune en bourse, mais on peut également être ruiné très rapidement et les produits dérivés sont à réserver à ceux qui ont suffisamment d'expérience. Alors, il est possible, après le webinaire, hein, d'ouvrir un compte de démonstration avec CMC Markets ou un compte à risque limité, mais en tout cas, faites bien attention parce que même si à titre personnel, je trade avec des CFD, il faut savoir quand même qu'il faut de l'expérience avant de se lancer dans cette aventure. Voilà. Alors, voilà les grands axes qu'on va aujourd'hui aborder, hein. Donc tout d'abord, on va faire le tour, hein, des trois grandes sources d'échecs en trading. Alors je connais ces sources pour avoir d'une part côtoyé beaucoup de traders débutants qui n'ont jamais réussi à passer le cap. Et puis, pour être complètement transparent, ce sont des difficultés auxquelles j'ai été confronté moi-même à mes débuts et il m'a fallu beaucoup de temps avant de les surmonter. Ensuite, on va faire un point sur les raisons et les facteurs qui font la réussite, hein, des traders rentables. Et après, je vous montrerai comment, avec des outils très très simples, eh bien, on peut mettre la chance de son côté. On va commencer par les grandes sources d'échecs en trading. Alors, elles sont de trois ordres, hein. Le manque de connaissances techniques, le biais psychologique des investisseurs quand ils sont mal maîtrisés et le money management et le ratio risk-reward mal ficelé. Alors on va voir ça dans l'ordre. On va commencer par le manque de connaissances techniques. Alors on peut pas faire de trading sans un minimum d'analyse technique, hein. Il y a un minimum de bagages à acquérir. Même ceux qui sont des partisans du minimalisme utilisent au moins des supports, des résistances et des moyennes mobiles. On ne peut pas faire sans. Ok, c'est un peu notre boussole, l'analyse technique. Et pour envisager des scénarios, et on verra plus tard, pour envisager des scénarios qui ont des chances de se produire plus qu'ils n'ont de chances d'échouer, il faut savoir où va le marché. Et même si on est sûr de rien, connaître l'analyse technique, un minimum d'analyse technique, hein, les canaux, les supports, les résistances, les moyennes mobiles, les Fibonacci, les chandeliers japonais, c'est véritablement un minimum. C'est-à-dire que si vous ne faites pas l'effort au début de vous former avec, on va dire, au minimum, je pense, hein, une cinquantaine d'heures de travail sur des graphes, c'est pas la peine, vous allez être en face de quelque chose que vous comprenez pas. Le graphe doit vous parler et le graphe ensuite doit être trituré, il doit être exploité et l'exploitation du graphe passe par l'analyse technique et j'insiste, hein, je connais beaucoup de traders qui sont assez minimalistes dans leur façon de faire, mais ça repose de toute manière, hein, sur au moins des supports, des résistances, des canaux, des biseaux, des chandeliers japonais et une moyenne mobile, hein. Voilà. Donc la première raison pour laquelle on échoue, c'est l'intervention sur le marché alors qu'on n'a pas fait l'effort de se former en analyse technique. On peut éventuellement gagner de l'argent sans l'analyse technique quand on investit sur la base des fondamentaux, mais quand on veut être un trader actif, non, c'est pas possible. Il faut avoir des bases. Deuxième chose qui n'est pas moins importante, et j'aurais même tendance à dire plus importante, parce que beaucoup plus difficile à appréhender et beaucoup plus longue
et la démarche qui consiste à maîtriser ces biais psychologiques. Alors, ça va être un petit peu abstrait ce que je vais dire, mais ça peut très vite devenir concret. Je pense que la peur explique généralement l'échec des traders. Alors, la peur au sens large, c'est-à-dire la peur de perdre, mais également la peur de manquer, c'est-à-dire la peur de ne pas en avoir pour son argent, etc. Je vais vous donner des exemples qui vont sans doute vous être beaucoup plus parlants. Il y a un mois de ça, donc c'était en février et puis après plus tard en mars 2018, hein, vous le savez, les marchés ont décroché sérieusement et c'est le cas quand n'importe quel actif que vous possédez décroche. Eh bien, très souvent, on va sortir trop tard et en même temps trop tôt. C'est-à-dire que au lieu de couper sa perte rapidement, on va tenter d'influencer par une sorte de gymnastique mentale. On va essayer d'orienter les cours du marché en se convainquant qu'on a raison et que le marché va recouvrer la raison. Et on va insister dans l'erreur tout simplement parce que on a peur d'avouer qu'on s'est trompé. C'est la première peur. La peur d'affirmer et de soutenir l'erreur va faire que l'on va rester en position alors que normalement on devrait sortir. On reviendra sur ça un petit peu plus tard. Puis, au bout d'un moment, les choses vont reprendre le dessus, l'ego va sans doute se dissiper un petit peu, on va être soumis à une autre peur. La peur de justement perdre trop, c'est-à-dire que vous allez voir votre position se dégrader, que vous soyez en spéculation ou à la hausse ou à la baisse, hein. Vous allez voir les euros défiler dans le mauvais sens et vous allez finalement être soumis à cette terreur de voir votre compte fondre comme neige au soleil, de finir ruiné, et vous risquez de vendre alors qu'on était justement arrivé au moment où il fallait acheter alors que vous avez vendu, ou éventuellement spéculer à la baisse alors que vous décidez de racheter votre position vendeuse. Et puis une autre forme de peur, c'est qui rejoint l'avidité, hein, qui est la peur de manquer, la peur de ne pas faire partie du banquet. C'est-à-dire que à un moment, il fallait acheter, par exemple, et vous n'allez pas acheter parce que vous avez peur. Et finalement, vous allez voir les cours monter, surtout sans vous. Et là, vous allez commencer à avoir l'envie très très forte d'acheter parce que vous voyez que ceux qui ont acheté alors que vous n'avez pas acheté, eh bien, s'enrichissent, accumulent des plus-values, alors que vous êtes en train de regarder les graphes monter et vous êtes en train de ronger votre frein pour ne pas acheter et vous avez finalement craqué quand vous êtes débutant, vous allez acheter trop tard, alors même qu'on était au contact de résistance et qu'il fallait envisager de vendre et que ceux qui sont entrés précocement, ceux qui ont acheté précocement commencent à vendre, ben vous allez acheter. Et encore une fois, c'est une déclinaison de la peur. C'est la peur de manquer, la peur de ne pas faire partie du banquet. Donc, je considère que la peur au sens large est votre pire ennemi, avec des connaissances techniques, je l'ai dit, qui sont mal maîtrisées. Et la deuxième raison, effectivement, hein, de l'échec des traders débutants, c'est ces biais psychologiques. Alors, certains parlent de peur et d'avidité. On échoue en trading parce que la peur vous submerge ou parce que l'avidité, la cupidité vous submerge. Mais fondamentalement, tout peut être rattaché à la peur. Dans un cas, c'est la peur de perdre. Dans l'autre, c'est la peur de ne pas gagner. De toute manière, ce sont des biais psychologiques. Et honnêtement, je considère que c'est beaucoup plus difficile de combattre ces biais psychologiques que de combattre son manque de connaissances techniques. Il faut vraiment le savoir. Et tout ça m'amène à vous dire clairement qu'il faut éviter de mettre trop d'argent sur votre premier compte de trading. Parce que si vous faites partie de la moyenne, de la majorité en fait, hein, des traders, vous allez sans doute de toute manière tomber dans l'un, l'autre ou le troisième de ces biais et vous risquez de manière statistique
de cramer votre compte. Donc, autant que ce premier compte soit réduit à son minimum. Hein. De toute manière, les brokers sérieux proposent maintenant des micro-lots ou des mini-lots qui permettent effectivement de trader les indices, par exemple à partir d'1 € le point. Bon, vous pouvez vous amuser en mettant pas trop d'argent sur vos comptes et ça vous évite de toute manière de vous retrouver dans une situation financière difficile parce que, encore une fois, il faut savoir rester humble. Il y a de fortes chances pour que votre premier compte de trading ne vous permette pas effectivement de vous en sortir. Il faut être capable par la suite hein, de remettre des sous, ce qui implique que la baffe financière que vous aurez prise éventuellement ne soit pas définitive. Hein. Et on va enchaîner avec le troisième killer, hein, le troisième tueur de comptes de trading, c'est le money management déficient au sens large. C'est-à-dire, et là, à ce niveau, l'AMF a fait un excellent travail en se débarrassant des brokers véreux implantés dans des paradis fiscaux qui vous proposent de faire fortune avec 200 €, qui vous disent, voilà, investissez 200 € et vous pourrez devenir millionnaire, etc., etc. Et ce message biaisé de la part de brokers véreux qui ne travaillent plus en Europe normalement, et également par des sites, il faut le dire, hein, des confrères peu scrupuleux qui vous encouragent à faire des choses qui ne sont pas raisonnables. Là, on parle évidemment de levier, c'est-à-dire que lorsque vous débutez, vous avez tendance à vouloir chercher le coût COUP. Et vous allez avoir tendance à miser trop gros, utiliser un effet de levier trop important. Et vous allez comprendre dans l'exemple qui va suivre pourquoi il faut impérativement éviter de surdimensionner vos positions. Alors d'une part, je considère, c'est une règle générale, hein, mais je ne suis pas le seul à le dire, il ne faut pas risquer plus de 1% de votre capital par trade. C'est-à-dire que vous misez, imaginons que vous avez, je ne sais pas moi, 2000 € pour votre compte de trading pour débuter, eh bien chaque opération perdante ne doit pas vous coûter plus que 20 €. C'est-à-dire que évidemment, il faut espérer gagner plus que 20 €, mais en cas d'échec, eh bien, une fois votre stop loss déclenché, il ne faut pas accepter de perdre plus d'1%. Et encore, 0,5%, c'est quelque chose que l'on entend également assez souvent. Ok, donc c'est la première des choses. Tout simplement parce que si vous risquez 1% de votre capital, et vous serez encore là après des dizaines et des dizaines d'échecs. Vous pourrez encore trader. Si vous risquez, par exemple, avec un méga effet de levier, 30% de votre capital, ok, eh bien, au bout de 3 trades perdants, vous êtes out. Ok, et vous n'avez pas le droit à l'erreur en fait. Vous n'avez pas le droit de laisser les statistiques, les probabilités, on verra un petit peu plus tard, jouer. Ok, donc à partir de là, je pense que quel que soit le montant que vous investissez, 1%, ça doit être le maximum quand vous débutez que vous risquiez sur chaque trade. Deuxième chose, mais ce n'est pas vraiment du money management, c'est du ratio gain-risque, mais je le mets dans la même catégorie. Il faut partir du principe qu'un trade va être engagé de votre côté une fois que vous avez trouvé une configuration qui vous permette de gagner 2 fois plus si vous avez raison que vous ne perdrez si vous avez tort. C'est la base. La logique, elle est très très simple. C'est-à-dire que si vous gagnez 2 fois plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, eh bien même si vous avez raison une fois sur deux, étant donné que vous gagnez plus quand vous avez raison que quand vous avez tort, vous ne perdez, eh bien vous enrichissez quand même. On verra les exemples, je l'ai dit un petit peu plus tard. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'après ça dépend aussi de la probabilité de réussite du trade. Mais je pense que quand on débute, il ne faut pas engager un trade. Ok, un qui risque de vous plomber en cas d'échec de plus que 1% de votre capital, et deux, tel que vous risquez de perdre trop, et en l'occurrence tel que vous ne gagnez pas au moins 2 fois plus que vous risquez de perdre. Si on prend un exemple concret, imaginons que on va prendre des chiffres ronds hein, simplement pour la simplicité, on va dire que vous avez 1000 sur votre compte en banque, compte de trading, ok, eh bien il faut
faut ajuster votre position de telle manière que au maximum vous risquez de perdre 10 et que si tout se passe bien, parce que 10 c'est eh bien, c'est 1% de 1000 hein, naturellement, et il faudra engager le trade uniquement si au moment où vous l'engagez, votre objectif de gain logique serait au moins de 20. Ok, comme ça, vous avez tort, vous perdez 10, vous avez raison, vous gagnez 20. Alors là, ça implique encore une fois, mais on verra ça avec un exemple, hein, qu'il faut être carré au niveau de ses connaissances techniques. Voilà. Alors maintenant, on va regarder comment les traders rentables s'y prennent. Alors j'ai connu beaucoup de traders hein, au cours de ma carrière de coach et puis encore maintenant en tant que trader moi-même. Et on peut dire qu'il y a quelque chose qui revient constamment chez les traders rentables. Et en fait, c'est un triptyque qui fait écho à ce que j'ai dit précédemment. La première des choses, c'est qu'ils connaissent parfaitement leur biais psychologique. À titre personnel, moi, je suis désolé de parler de moi-même, mais j'ai un biais psychologique qui est la peur, comme tout le monde. C'est-à-dire, j'ai peur de perdre. J'ai peur de perdre, j'ai toujours eu peur de perdre, et je le sais. Et le fait de le savoir, eh bien, me rend quelque part relativement protégé par rapport à ce biais psychologique. Quand je disais tout à l'heure une carrière de trader, ça vaut une session de psychothérapie, c'était pas une blague parce qu'il faut vraiment comprendre les moteurs qui nous animent, comprendre pourquoi on a peur de perdre, pourquoi on a peur de manquer, etc., etc. Et les traders connaissent leurs limites, ils connaissent leur biais psychologique. Et puis ensuite, les traders, ceux qui sont rentables, n'essaient pas de trader tout le temps et tout. Ils ont des configurations, enfin nous avons des configurations qui nous procurent un avantage statistique sur le marché, c'est-à-dire pour lequel on a raison plus d'un cas sur deux, et ça va suffire, vous allez le voir. Alors ça peut être des chandeliers japonais qui fonctionnent particulièrement bien, comme le Marubozu, comme l'avalement haussier, hein, l'englobant haussière, ou alors à la baisse des marous, bouzou baissiers, etc. On connaît, ou des étoiles du soir, on connaît ces chandeliers japonais qui offrent des taux de réussite intéressants, à plus de 55-60%. Il faut absolument les connaître. Et ça nous renvoie encore à la connaissance technique. On connaît également les situations hein, où on a des figures chartistes. Et ces figures chartistes sont des configurations qui peuvent fonctionner dans 60-70% des cas. Par exemple, on sait que les biseaux fonctionnent dans 70% des cas, que les figures d'élargissement ascendantes ou descendantes fonctionnent dans 80% des cas. Il faut savoir tirer parti de ça. Et puis, encore une fois, les traders utilisent parfaitement leur money management et leur risk management. Alors là, trêve de blabla, on va passer un exemple hein, tout de suite. Voilà. Imaginons que vous avez une configuration qui fonctionne d'à peu près 55% des cas, avec un ratio gain pour risque de 1 pour 1. C'est-à-dire, vous avez 55% de chances d'avoir raison, 45% de chances d'avoir tort, et de l'autre côté, eh bien, on va dire que vous ne respectez pas les règles et que vous dites, voilà, vous risquez 10 et vous pouvez gagner 10. Qu'est-ce que ça donne? Alors, voilà ce que ça donne. Vous allez avoir la possibilité de miser 100 fois 100 € pour faire simple, ok. Et vous aurez raison 55 fois et vous allez vous tromper 45 fois. Pourquoi? Eh bien, je l'ai expliqué, hein, c'est parce que étant donné que vous avez raison 55% des fois, eh bien vous allez gagner 55 fois et vous allez avoir 45% de chances de vous planter, donc vous allez vous tromper 45 fois. Donc si on fait le calcul, 100 fois 55, ça fait 5500. Ok. Et 45 fois 100, ça fait 4500. Donc en gros, au bout de 100 fois, si vous avez raison dans 55% des cas, vous allez gagner 5500 et vous allez perdre 4500. Donc votre gain, il est 2000. Là, je fais abstraction des frais de courtage, mais il faut en tenir compte, hein, évidemment. Et l'idée derrière, c'est que, vous voyez, c'est pas la peine de chercher la martingale en analyse technique.
C'est pas la peine de chercher le Graal. Il n'existe pas ce Graal. À partir du moment où vous avez quelque chose qui fonctionne mieux qu'une chance sur deux, quelque chose qui fonctionne dans 55-60% des cas, et vous pouvez difficilement trouver mieux que ça, eh bien, vous êtes déjà sur la bonne voie. Le problème, il va se poser un petit peu plus tard. On va voir ça. Mais même si, regardez, vous respectez les règles et vous prenez un ratio de gain-risque de 2 pour 1, c'est-à-dire vous risquez 10 et vous espérez gagner 20. Là, dans ce cas, au lieu d'avoir du 1000 euros, vous allez avoir raison 55 fois sur 100 et vous allez gagner 200, deux fois plus que votre mise. Hein. Bah, c'est caricatural, hein, c'est des chiffres ronds. Hein. Et vous allez perdre 45 fois, mais à 45 fois, vous allez perdre 45 fois 100 euros. Donc, quand vous allez, la totalité de vos gains, ça va être 55 fois 200, 11 000. Et la totalité de vos pertes au bout de 100 paris, ça va être 4 500. Là, on passe tout de suite à 6 500 euros de gains. Et là, toujours pareil, hein, avec des configurations techniques qui fonctionnent à peine une fois, enfin un peu plus qu'une fois sur deux. Et vous voyez, ça fonctionne encore. On s'enrichit progressivement. On va faire même encore plus caricatural. Et pourtant, je connais beaucoup de traders qui n'ont raison que 40% des cas. Vous imaginez le truc. Vous engagez un trade, vous partez du principe que normalement ça va pas marcher. 40% des cas. 2 fois sur 3, il se plante. Ok? Et donc, à partir de là, si on adopte bien l'idée du gain-risque 2 pour 1 et si ça ne fonctionne pas comme ça, eh bien on ne trade pas. Regardez, vous avez tradé 100 fois, vous avez gagné 40 fois 200 euros. Ok, ça vous fait du 8000 euros. Vous avez échoué 60 fois et vous avez perdu 100 fois. Vous avez en tout perdu 6000 euros. Et magie du money management et du risk reward, vous finissez avec 2000 euros. C'est ça qu'il faut comprendre. Essayez d'éviter de perdre du temps à chercher l'indicateur parfait, la configuration parfaite. Elle n'existe pas. Trouvez quelque chose qui fonctionne plus d'une fois sur deux, ça sera déjà excellent. Ou alors, de telle manière que quand ça fonctionne, ça soit vraiment très croustillant. C'est-à-dire que le gain-risque, il est de 2 pour 1. Et là, vous en sortez. Donc voilà comment il faut faire quand on veut devenir rentable. Il faut trouver des configurations qui sont parfaitement carrées, que vous maîtrisez bien. Et là, contrairement à ce qu'on croit, il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. Ce qui fonctionne le mieux, c'est les supports, les résistances, c'est les bases, hein, les canaux, les biseaux, les triangles, les fourchettes. Les traders fonctionnent essentiellement avec ça. Quand on fait de l'analyse technique, on peut se permettre d'être un petit peu plus fouillé, etc. parce qu'on veut vraiment savoir où va le marché. Mais quand on est un trader, on ne sait pas où va le marché. Ok, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est en extraire de l'argent. Donc, il faut impérativement maîtriser les figures de base. Et quand je dis qu'il faut limiter, vous comprenez mieux maintenant, à 1% le risque de perte sur votre capital, c'est pour ça. C'est parce que il faut qu'au bout de 100 fois, eh bien, les grands nombres fassent que vous avez eu raison 55 fois et que vous avez échoué 45 fois. Parce que c'est comme quand vous êtes, par exemple, en train de jouer au casino. Ok, vous jouez le rouge ou le noir, pas de souci. Vous vous dites, j'ai une chance sur deux. Pas de souci, mais on peut très bien avoir le noir qui va sortir 4 fois de suite. Après, au bout de 100 fois, effectivement, le noir va sortir 50 et le rouge va sortir 50, la logique des grands nombres. Mais sur 3 ou 4 fois, le noir peut sortir 3 fois, 4 fois, 5 fois même. Ok, et à partir de là, si vous avez un effet de levier de furieux, vous risquez de perdre 30% de votre capital à chaque fois, ben, vous pouvez cramer votre compte en 3 ou 4 fois, alors même que si vous aviez réduit votre position dès le début à 1%, eh bien votre système avait la possibilité de fonctionner. C'est pour ça qu'il faut éviter de miser plus que 1% de son capital. Alors, voilà un exemple tout bête. Ok, regardez, les supports et les résistances. Vous allez dire, mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Il y a Trado qui est analyste technique, il nous fait les supports. Mais oui, parce que c'est ça qui fonctionne le mieux, les supports, les résistances. Alors, qu'est-ce que va faire le cours, là, à votre avis? Ça rebondit une fois, ça rebondit deux fois, ça rebondit trois fois, ça rebondit quatre fois. Si vous avez à parier 100 euros, vous allez parier sur quoi? Sur la hausse, normalement.
sur le fait que le support va tenir. C'est pareil que tout. Imaginons le PSG, ou je sais pas moi. Voilà, vous devez miser, j'espère que je vais chagriner personne, mais vous devez miser 100 euros sur un club ou un champion de boxe. Vous allez miser sur le tenant du titre ou alors sur le challenger. Normalement, vous allez miser sur le tenant du titre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'au moment où vous achetez là, vous dites, bon, est-ce que j'ai une chance sur deux que ça monte? Plus d'une chance sur deux que ça monte? Oui, sans doute. Donc, il faut acheter. Alors, ce qui nous amène au deuxième élément. Il faut que le risque-reward soit tel que ça vous rapporte une fois sur deux fois plus que ça vous coûte. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut idéalement s'arrêter, sortir, ok, dès la première difficulté. Elle est là, la première difficulté. Ok? Allez viser ça si vous voulez. Mais bon, vous avez des difficultés entre le moment où vous achetez sur le support et le moment où vous allez atteindre la résistance super ambitieuse. Non, il est logique de penser que là, déjà, ça peut être la fin de cette histoire. Donc, au moment où vous achetez, il faut que vous regardiez ce qui a gagné. Par exemple, on va dire, je vais caricaturer, on va dire que vous avez à gagner 20 points. Eh bien, il faut que votre stop loss, ici, il soit à moins 10 points. Si ce n'est pas le cas, vous ne prenez pas le trade. Si vous dites, OK, je vais acheter là, ça ne va pas. Vous allez dire, OK, là, je peux gagner 10, je risque de perdre 15, je ne rentre pas parce que je risque de perdre plus que ce que ça me rapporte. Si vous n'avez pas réagi suffisamment vite, eh bien tant pis, vous prendrez l'autre trade. Mais en tout cas, il ne faut pas rentrer quand vous êtes dans une configuration qui ne vous garantisse pas au moins soit 55% de chance de réussite et ensuite à un niveau tel que votre ratio risk-reward ne soit pas supérieur à 2. Sinon, c'est pas rentable. Vous avez compris les exemples précédents. C'est pareil pour les résistances. Vous dites, ah oui, c'est une blague ce webinaire, mais non, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Ok? Les résistances horizontales, qu'est-ce qui va se passer maintenant à votre avis? Ça va monter ou ça va descendre si vous jouez votre vie sur ce trade? Vous allez jouer la baisse ou vous allez jouer la hausse? Ça a échoué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 6 fois, 7 fois. Et maintenant, il est logique de parier sur la baisse. Il est logique de parier sur la baisse. C'est bête, c'est qu'une résistance, mais ça sollicite les comportements moutonniers. Et donc à partir de là, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors, là, pareil, ok, il faut au moment où vous entrez en position que vous ayez un objectif qui soit très très clair. Ok. La première résistance doit à la limite être celle le premier support doit être celui qui vous occupe. On pourrait éventuellement même dire ici. Ok, vous dites non, 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 je vais vraiment assurer. Je vais viser un moins 10 sur les indices. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que votre stop loss ne soit pas supérieur à 5. Comme ça, votre ratio risk-reward, il vaut la peine. Et si vous vous en rendez compte, une fois que vous êtes là et que vous n'êtes pas capable d'avoir un money risk-reward au moins supérieur à 2, bah tant pis, soit vous attendez que l'on redescende, vous mettez votre ordre et vous surveillez de telle manière que lorsqu'on arrive au niveau intéressant, eh bien vous entrez en position, mais vous ne rentrez pas comme un cochon à n'importe quel moment parce que vous allez vous retrouver cuit. Ok? Donc voilà, maintenant, si vous voulez, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on peut faire avec notamment la plateforme Next Generation de CMC Market. Donc voilà, je suis content de vous présenter la plateforme de trading de CMC Markets, Next Generation, et je vais vous montrer comment on peut, en fait, en très peu de temps, repérer des candidats, repérer des candidats valables pour des supports, des résistances, des canaux, etc. Donc là, je suis sur un compte de démonstration et voilà ce que je peux vous proposer. Donc vous allez ici dans outils de trading et une fois que vous êtes dans outils de trading, vous allez choisir reconnaissance de figure chartiste.
Et une fois que vous êtes en reconnaissance de figure chartiste, vous allez demander au logiciel, mais il faut faire attention avec les robots, hein. Les robots, c'est pas très intelligent, donc il faudra de toute manière passer au filtre, hein. Mais c'est vraiment un screener intéressant. Vous avez le choix entre les figures émergentes qui sont en formation ou les figures de cassure qui ont déjà eu lieu. Donc vous allez aller dans les figures et vous dire, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de trouver voilà, des supports et des résistances. Je repère tout ce qui est double creux, euh, également double sommet et triple creux et triple sommet. Bon, il y a d'autres choses plus sophistiquées, mais voilà, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer comment on peut gagner du temps rapidement sur ça. Donc ensuite, vous allez, une fois que vous avez sélectionné les figures que vous recherchez, vous allez aller chercher les produits qui vous intéressent. Par exemple, vous allez dire, bon, moi ce qui m'intéresse, c'est de trader... bon, on va pas faire le difficile, on va dire les actions, les devises, les indices, les matières premières, mais bien sûr c'est configurable, hein. Sur un intervalle de temps, on va dire le jour, hein, on va pas faire d'intraday, hein, pour débuter, ça sert à rien, on va dire en unité jour. Et on va regarder comment ça fonctionne. Alors voilà, il nous a repéré tout ça. Donc voilà, sur le Hong Kong, l'indice hongkongais, il y a un double creux. Sur la UDCAD, il y a un double creux. Alors, je ne l'ai pas fait. Oh, tiens, on va regarder sur les indices parce que généralement c'est plus propre. On va regarder ce qui se passe sur le Japon 225. Donc, on clique sur double sommet. Et voilà ce que l'on a. Eh bien, donc j'agrandis ça. OK. Donc, on avait un sommet, deux sommets. Alors, il faut faire, je l'ai dit, hein, il faut faire attention avec les robots parce qu'ils ne sont pas très malins. Et là, on avait un sommet, un double sommet. Il n'était pas très très beau, mais on va dire que c'était celui qu'il fallait trader. Donc, une fois que vous voyez... Bon, il n'a pas fonctionné, vous le voyez bien, hein, de toute manière, hein, ce double sommet. Mais ce n'est pas une très belle résistance, hein, mais c'est un filtre, hein, de toute manière, les robots. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Vous avez ici une sorte de résistance. Vous auriez pu éventuellement jouer cette résistance en visant un objectif tel que vous viseriez la première difficulté. La première difficulté, elle est là. OK. Enfin, bon, on peut prendre la clôture ou la mèche, on va prendre la clôture pour assurer. Ça veut dire que vous avez ici la possibilité de gagner la différence entre 22 et 21 429. Ça veut dire que vous prenez votre calculatrice préférée, vous regardez le nombre de points auquel ça correspond, et vous pouvez éventuellement rentrer short en mettant votre stop loss à un niveau tel que ça corresponde à la moitié du parcours. Bon, je le fais à la hache. On va dire que là, votre stop loss, il n'a pas encore été déclenché. Okay. Votre stop loss, il sera déclenché si on va au-dessus de 22 730. Mais voilà comment il faudrait procéder. Alors, toujours avec le Japon 225, voilà ce qu'on avait là, vous voyez. Bon, je le fais parce que vous avez une zone... C'est des zones, hein, les supports et résistances, hein, ce n'est pas des lignes. Donc imaginons, on avait un double creux, un creux, deux creux, un troisième creux, vous dites, bon, je vais essayer, donc on refait le film à l'envers, hein, là il n'a pas du tout été repéré par le robot celui-là, hein, mais parce qu'il est caduque. Donc voilà, imaginons, vous dites, on revient sur les 20 678, moi je veux aller chercher ce niveau-là. Ok, je parie que le support va tenir. Donc voilà la distance que je veux parcourir, hein, sa différence entre 20 675 et 22 052. Bon, ça fait 1500 points à la louche. Vous dites, je veux gagner 2 fois plus que ce que je risque de perdre. Voilà ce que je risque de gagner. Voilà ce que je risque de perdre. Bon, à la louche, encore une fois, excusez-moi, je me répète. Votre stop loss, il était là. C'est-à-dire que si vous vous trompez et que vous allez en dessous, vous sortez. Bon là, ça a bien fonctionné, vous voyez. Les supports et les résistances, c'est généralement ce qui fonctionne le mieux, je l'ai dit, hein. Et donc là, vous avez gagné de l'argent. Alors que sur le coup d'avant, vous êtes en passe de le perdre, mais c'est pas sûr, hein, le stop loss n'a pas été touché. On enchaîne avec un autre exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un triple creux sur l'AUDCAD. Alors, je vais voir ce que c'est.
triple creuse sur la UD-CAD. Oui, mais là, par contre, il est pas, voilà, vous voyez, c'est vraiment, il est trop descendant. Ça c'est le genre de choses que je prends pas. Il faut vraiment être circonspect par rapport à ce que vous propose le robot de toute manière. On va essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus intéressant graphiquement. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur l'euro JPY? Non, c'est pas assez convaincant, c'est pas suffisamment aligné. Donc ça, je le prends pas de toute manière. Alors au niveau des figures émergentes, peut-être, ce sera peut-être plus intéressant. Est-ce qu'on a des figures émergentes? Le robot, c'est-à-dire des figures qui n'ont pas encore été déclenchées. Non, a priori, il n'y en a pas sur cette unité de temps. Regardons le cuivre. Le cuivre, il est assez pur dans ses mouvements, ça peut être intéressant. Alors, le cuivre, ouais. Il nous trouve un double top qui n'est pas fantastique. Là, encore une fois, moi je préfère celui-là, vous voyez, tant qu'à faire. Voilà, vous avez une tentative, deux tentatives, vous dites, bon, la résistance, elle va tenir. Alors l'intérêt de ce robot, c'est aussi de donner des objectifs qui sont statistiquement calculés, c'est-à-dire que la zone bleue qui apparaît toute seule, c'est la zone statistique où on va chercher si ça fonctionne. Donc là, l'idée, c'est quoi? Vous dites, bon, globalement, voilà ce que je recherche. Je cherche à aller chercher la première zone statistique atteinte, c'est ça. Donc je vais mettre un stop loss à mi-distance, mais du côté de la baisse, comme ça, mi-distance. Si on va jusqu'à là, je prends ma perte. Et là, vous voyez, on s'achemine doucement vers l'objectif qui a été réalisé. Alors justement, ça m'amène à l'utilisation du moteur de statistiques. On va prendre l'euro-dollar, le double sommet. Voilà. Alors, sur l'euro-dollar, les derniers doubles sommets qu'il y a eu, voilà les dates où ils sont intervenus, hein, le 2 février, etc., etc. Alors, dans 66,67% des cas, c'est l'objectif, le meilleur objectif qui a été touché. Dans 0% des cas, c'est le niveau intermédiaire. Et dans 16,67% des cas, c'était l'objectif bas. Et ça a échoué dans 17% des cas. Donc là, on a un excellent taux de retour sur les précédentes euro-dollars en double sommet. Donc ça vaut la peine qu'on jette un œil. Regardez, ça se passe donc ici. On va regarder à quoi il ressemble. Et les objectifs ont déjà été touchés en fait là. Donc vous voyez, l'idée c'est que vous avez votre double sommet, 1, 2. Bon, si on prend les corps, effectivement, ça ressemble à un double sommet. Si on prend les mèches, c'est un petit peu tordu, on va dire. Mais bon, là, vous voyez, le premier objectif, c'est celui-là. Le deuxième objectif, il est médian. Le troisième objectif, il est en dessous. Et on voit que l'objectif a été l'objectif le plus ambitieux a été touché, qui correspond en fait à la précédente résistance là. Donc ça permet également de filtrer selon ce qui s'est passé récemment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Donc je vous rappelle, pour retrouver ça, il suffit d'aller dans les figures, dans outils de trading, et vous configurez, vous pouvez regarder la vidéo une fois de plus, de toute manière. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous accueillir maintenant sur le chat pour voir toutes les questions que vous avez éventuellement à me poser sur ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous décidez de quitter le webinaire maintenant, je vous donne rendez-vous le mois prochain comme d'habitude. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite pour le chat.